Le Pen 19,5%, Mélenchon qui fait une percée depuis quelques jours à 13,5%, Zemmour 12,5% et Pécresse 10,5%, avec Éric Zemmour qui aujourd'hui était en déplacement à Aulnay-sous-Bois pour défendre son nouveau cheval de bataille, un ministère de la remigration. Plus de délits de clandestinité depuis 2012, donc on le rétablira pour pouvoir les expulser, puis les délinquants, les criminels, puis les fichiers S étrangers, ça fait déjà beaucoup de monde. On peut imaginer au moins 100 000 renvois par an. Voilà, c'est la remigration de ces gens dont on ne veut. Jean Messia, ce sera vous le ministre de la remigration dans le gouvernement d'Éric Zemmour ? Bah non, je crois pas. Disons que c'est une question qui se pose pas pour l'instant. L'essentiel pour l'instant, c'est c'est le principe et c'est l'objectif qu'on se fixe. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas expulser des gens si des gens peuvent arriver en violant nos frontières. Effectivement, tout pays au monde expulse les gens qui sont arrivés sans visa et qui ont violé les frontières. Alors je sais bien qu'on a une idéologie européenne qui a décriminalisé et dépénalisé le séjour clandestin, mais c'est uniquement le cas dans les pays de l'Union européenne. Je vous rappelle quand même que Barack Obama, au cours de son mandat, qui n'est pas connu pour être un président ultranationaliste, ça ne vous a pas échappé, il a viré des États-Unis 2,5 millions d'étrangers clandestins. Je crois qu'il en a même viré plus que Trump, c'est vous dire. Donc effectivement, nous allons juste devenir un pays normal en fait, c'est-à-dire un pays qui, pour protéger son identité, pour protéger son pognon aussi, eh bien, procède à l'expulsion de tous les étrangers indésirables, les clandestins, les fichiers S étrangers, les délinquants et les criminels. Aucun pays au monde ne peut, enfin en tout cas, n'est obligé de s'astreindre à garder chez lui des gens qui lui sont nuisibles. C'est une logique implacable en fait. Jean Messia, sur leur site internet, regardez ce que Libération a publié aujourd'hui. En Israël, au moins 3 morts dans une attaque au couteau. Les autorités israéliennes parlent d'une attaque, entre guillemets, terroriste. J'ai vu ça partout. Entre guillemets terroriste. Mais alors pas je précise que ça provient d'une dépêche AFP. Bah là, on est d'accord. Alors, monsieur, quand vous dites c'est pas Libé, c'est l'AFP, excusez-moi, l'AFP est encore plus islamo-gauchiste que Libé. Donc c'est ce qu'on disait déjà. Vous jetez. Mais on est d'accord. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, je m'étais retrouvé ici face à Laurent Geoffrin il y a quelques semaines. Je lui avais effectivement parlé d'islamo-collaborationnisme. Bah vous en avez ce soir encore une belle preuve. Je termine. De toute façon, à chaque fois que vous avez un attentat qui est commis de nature islamique, que ce soit en France ou en Europe de manière générale ou en Israël, tout un système médiatique en France vide l'acte terroriste islamique de sa substance. On parle de déséquilibré, on parle d'attaque terroriste entre guillemets comme on vient de le faire. Par contre, si vous avez un grabataire de 83 ans qui envoie une tranche de jambon devant une mosquée, là on va en parler pendant une semaine en disant c'est une attaque islamophobe et on va prendre aucune pincette et on va rien vérifier. Donc il y a un parti pris manifeste, si vous voulez, des médias français qui sont des médias gaucho-progressistes et islamo-collaborationnistes. Dans touche pas à mon poste, on y a vu Marco Mouli, vous savez l'escroc de la taxe carbone qui a été l'objet d'un documentaire sur Netflix et qui a déclaré, je cite, que Zemmour a été voir les escrocs du CO2 et là je cite encore Marco Mouli, il a l'argent du carbone dans les mains. C'est ce qu'il a déclaré hier devant Cyril Hanouna. On est étonné 24 heures après du silence sur Reconquête. Soit c'est vrai, il faut nous dire ce qui s'est passé, soit c'est faux et il faut le poursuivre en diffamation. En tout cas, il faut dire quelque chose. Non mais attendez, vous croyez qu'on va réagir à toutes les conneries qu'on entend en permanence sur les télés? Je veux dire, la première des conneries, c'est de nous traiter d'extrême droite. Bon, on va pas réagir à ça. Non mais c'est grave, mais je veux dire, voilà, c'est de la bêtise. Qu'est-ce qu'il a comme preuve pour affirmer une chose pareille? Aucune. Donc la meilleure façon pour ce monsieur, c'est de se la fermer. Dans ce genre de circonstances, on poursuit en diffamation. Normalement.
Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où vous réagissez publiquement et que vous lui faites un procès, eh bien, vous accordez aussi une caisse de résonance à ce type de déclaration. Donc, on ne va pas à chaque fois qu'un comment dirais-je, un babilan se met à nous cracher dessus, eh bien, à chaque fois, lui envoyer une réaction judiciaire ou une réaction politique dans la figure. Il faut le laisser mourir de sa belle mort télévisuelle, médiatique et politique. Voilà. Donc la stratégie, c'est le silence. Mais c'est pas parce qu'on répond pas qu'il a raison, en l'occurrence. Ok, donc la stratégie, c'est le silence. Ok. Face à ce type de déclaration et face à ce type... Attendez, je dois vous rappeler quand même que ce type est un escroc, donc s'il a su escroquer des centaines de milliers d'euros, il saura escroquer une parole. On n'est pas à l'abri d'attentats. Ça fait déjà une semaine qu'il y a des attentats à Jérusalem, et puis même si on n'en parle pas, il y a aussi des jets de pierre tous les jours, ce sont aussi des attentats. Donc il n'y a pas que des attentats au couteau. Mais oui, en Israël, je suis désolée, on est quand même condamné à la violence, parce que moi je vous le dis, je fais des études supérieures, j'ai étudié avec des bédouins et ils ont mieux que moi qui suis une immigrante en Israël, ils ont des avantages mieux que moi, comme je sais pas, par exemple ils peuvent rendre leurs devoirs en retard pendant le Ramadan. Ils peuvent rendre leur devoir en retard pendant le Ramadan, pendant que nous, à Pourim, fête juive en Israël, on a des examens. Découvert quelques minutes après cet attentat, ça se passe dans les rues de Gaza. Et que fait-on au même moment à Gaza? Eh bien, on distribue des bonbons, des aliments, des victuailles pour célébrer, car c'est le mot, la mort de civils israéliens. Qu'est-ce que cela vous inspire, Jean Messia? Ça donne envie de vomir, hein, ce que je vous dise. Évidemment que moi, quand j'ai appris cette attaque, j'ai eu la chair de poule, parce qu'il s'agit d'innocents qui payent de leur vie des attaques lâches, très lâches, puisque la première dame qui est tombée sous les coups de couteau a été attaquée de dos. Maintenant, si vous voulez, au-delà de l'émotion, on peut quand même s'interroger de savoir quels sont les ressorts de ces attaques, parce que comme ça ne vous a pas échappé que ces attaques-là ne frappent pas qu'Israël. La France a été durement ensanglantée également par des attaques, et on sait très bien, je vais mettre les pieds dans le plat, mais on sait très bien que les pays qui ont une communauté musulmane très importante sont aussi les pays qui sont le plus frappés par le terrorisme islamique. C'est une règle à laquelle échappent les pays précisément qui n'ont pas ou peu de musulmans, comme par exemple c'est le cas des pays de l'Est qui, eux, n'ont connu par exemple aucun attentat. Alors moi je veux bien, si vous voulez, cette espèce d'aplatissement permanent qui consiste à dire « oh là là, faut surtout pas réagir, parce que vous comprenez, toute réaction entraînerait un embrasement ». Mais et si précisément les terroristes ne jouaient pas de cela pour faire avancer leur agenda, en se disant de toute façon, comme on peut compter sur des gauchos progressistes qui vont freiner toute réaction de la société, qu'à cela ne tienne, ça avait mis beaucoup de temps à arriver. C'est plus compliqué que ça, et c'est d'ailleurs sur ça que je commençais cette émission tout à l'heure, parce qu'on est là dans une population qui vit ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire que la population du Negev, ce sont des Juifs et des Arabes qui vivent ensemble. Benjamin, c'est comme chez nous. Mais c'est comme en France. En France, nous avons effectivement une population musulmane qui, pour certains, vivent en France depuis 2, 3, 4 générations. C'est pas une réponse, ça. La réponse, c'est effectivement, il faut que la solution ne viendra pas de l'extérieur. Tant qu'on continuera à dire que ce genre de personnes, comme elles cherchent l'embrasement, faut rien faire. Soit c'est des déséquilibrés, des malades psychiatriques, il faut rien faire. C'est pas ce qui se passe ici en Israël. Il faut prendre le problème à bras le corps. Je pense qu'Israël a raison, et d'ailleurs les deux personnes qui ont tiré, qui étaient armées, il faut leur rendre hommage, parce qu'on sait rendre hommage quand il y a des massacres d'innocents par des gens qui sont surarmés comme aux États-Unis, mais là en l'occurrence il faut aussi souligner que quand les gens, des anonymes, sont armés, ils peuvent aussi mettre fin au cycle de violence, parce que si ce terroriste n'avait pas été abattu par des gens qui avaient les armes à la main, il aurait pu continuer sa virée mortifère pendant encore longtemps et faire d'autres victimes. Donc vous voyez, ça, c'est encore une autre question. Les autorités musulmanes elles-mêmes. C'est encore une autre question que vous soulevez. Il faut que les autorités musulmanes elles-mêmes fassent passer le message, parce que le problème, il ne se résoudra pas. Envahi. Ils ont tous les droits. Ils ont le mec qui a fait l'attentat, il est israélien.
Donc je sais pas à quel moment on peut faire la paix avec ce genre de personnes en Ça fait. te choque pas, Stéphane, que ce soit un Israélien qui ait pris un très couteau? choquant. Ah, non, parce que Mais j'avais non, l'impression que faut c'était... préciser ça, on le sait, bien sûr, c'est très choquant. Ah. Le Il a vrai une choc, théorie c'est de Zéhout, Jusqu'à maintenant, Stéphane, Mohamed Merah, aux Aratora, il est Michael français. Benatar, vous êtes d'accord avec ce que dit Eva Cohen? Exactement. Moi, je me retrouve tout à fait, dans ce que Eva dit, et je pense que c'est la grande différence entre ce que Georges Marc et ce que Stéphane disent d'un côté, et ce que Jean et Eva et moi disons de l'autre, c'est qu'on vit une réalité qui n'est pas du tout ressemblante à celle qui se passe sur un plateau de télévision. Donc. Benjamin, c'est comme chez nous. Mais c'est comme en France. En France, nous avons effectivement une population musulmane qui, pour certains, vivent en France depuis 2, 3, 4 générations. C'est pas une réponse, ça. La réponse, c'est effectivement, il faut que la solution ne viendra pas de l'extérieur. Tant qu'on continuera à dire que ce genre de personnes, comme elles cherchent l'embrasement, faut rien faire. Soit c'est des déséquilibrés, des malades psychiatriques, il faut rien faire. C'est pas ce qui se passe ici en Israël. Il faut prendre le problème à bras le corps. Je pense qu'Israël a raison, et d'ailleurs les 2 personnes qui ont tiré, qui étaient armées, il faut leur rendre hommage, parce qu'on sait rendre hommage quand il y a des massacres d'innocents par des gens qui sont surarmés comme aux États-Unis, mais là en l'occurrence il faut aussi souligner que quand les gens, des anonymes sont armés, ils peuvent aussi mettre fin au cycle de violence, parce que si ce terroriste n'avait pas été abattu par des gens qui avaient les armes à la main, il aurait pu continuer sa virée mortifère pendant encore longtemps et faire d'autres victimes. Donc vous voyez, donc ça, c'est encore une autre question. Les autorités musulmanes elles-mêmes, c'est encore une autre question que vous il faut soulevez. que les autorités musulmanes elles-mêmes fassent passer le message, parce que le problème, il ne se résoudra pas à l'extérieur de l'islam, mais à l'intérieur. Mais c'est sûr, c'est long. Je dis pas le contraire. Et heureusement qu'il y a des civils qui sont armés en Israël. Voilà, oui, heureusement, parce que et vous voulez que je vous le dise, si ça aurait été peut-être un policier, ça aurait fait la même chose qu'Elor Azaria. Peut-être que le policier aurait fini à la police des polices. Alors je suis bien contente que ce soit pas quelqu'un comme mon mari qui est tiré entre guillemets. Parce qu'on doit réfléchir à 2 fois avant de mettre à bas un terroriste. Mais, exactement. Les filles israéliennes se ressemblent. Ouais. Georges Marc, vous dites quoi? Non, je disais que, au fond, les problématiques et les discours se ressemblent beaucoup en France et en Israël, que ce soit les risques que prennent les policiers à se défendre, les mêmes menaces en même etc., la daéchisation de la société. Enfin, il y a des parallèles qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Oui, mais la grande c'est une question de degré, c'est pas une question de nature. La grande différence qu'il y a ici, la société israélienne, elle a effectivement. Juste, je termine mon propos. La société israélienne, elle est soumise à une pression beaucoup plus forte. Parce qu'il y a une problématique territoriale, il y a effectivement le dossier palestinien qui est un dossier historique et un irrédentisme historique. Et donc en face, on a une société israélienne qui a des réactions beaucoup plus brutales, mais en même temps beaucoup plus nécessaires, sans lesquelles elle ne survivrait pas. En France, en fait, on a exactement la même problématique, mais à un degré inférieur. C'est-à-dire qu'on a effectivement une grande communauté musulmane qui est traversée par un irrédentisme islamique assez puissant, et malheureusement on a en face un pouvoir français qui, sinon lui déroule le tapis rouge, de moins fait preuve d'un esprit capitulaire particulièrement scandaleux en fait. Mais